Celui qui nous a repris les dossiers, il nous a convoqués. La première chose qu'il nous a dit, c'est qui vous a autorisé à faire tout ça? J'ai tout arrêté pour me lancer dans l'entrepreneuriat immobilier et dans l'investissement. J'avais pas de parachute, j'avais pas d'économie, j'avais pas les parents derrière, donc il fallait que j'ai du résultat. Donc j'ai beaucoup galéré et les banques ne me suivaient pas. Moi, j'ai fait une quinzaine d'investissements depuis que je suis entrepreneur dans l'immobilier. Une fois qu'on a tout enlevé, nos loyers vont pouvoir rembourser ce crédit. En général, ce sont des biens qui sont sur Se Loger, sur Le Bon Coin. Il faut arriver à leur prouver qu'on est plus sérieux que la moyenne. Il faut savoir que 8,2%, c'est la barrière de l'autofinancement. En fait, le gain de temps, il est surtout, je dis, sur l'analyse des travaux. Et cet appartement fait partie de ce concept CAKM. Donc ici, on a tout cassé et on a créé 2 salles d'eau. Ici, on sera vraiment sur une pièce de vie avec cuisine ouverte, salon, coin télé. Donc si on résume, on est sur 6 chambres. On est sur un cash flow net avant imposition sur un bien à 1 100 € par mois, soit quasiment un petit salaire. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Esprit Entrepreneur. Aujourd'hui, on va parler d'investissement immobilier locatif avec Kevin Marie. Quand on dit investissement immobilier locatif, en fait, là, on ne parle pas de sa résidence principale. On va parler vraiment d'un bien immobilier qu'on va mettre en location à des occupants, un ou plusieurs locataires. Ce qui est intéressant avec ce concept, c'est qu'on va se débrouiller pour que chaque mois, les loyers que l'on perçoit via cet investissement rapportent plus d'argent que ce que ça nous coûte avec le remboursement de la banque, les charges, etc., etc. Dans cette vidéo, on va vous apprendre à réaliser un investissement immobilier locatif qui est rentable. Autrement dit, acheter un bien qui va vous rapporter tous les mois plus d'argent que ce que ça vous coûte. On va vous parler de méthodes, de stratégies, d'astuces concrètes et surtout de chiffres. L'investissement immobilier locatif avec Kevin Marie, c'est maintenant et c'est sur Esprit Entrepreneur. Moi, je suis banlieue parisienne, j'ai bientôt 40 ans. J'ai commencé dans le foot. Après, des graves blessures aux 2 genoux ont fait que j'ai continué à vivre et à gagner ma vie grâce au football jusqu'à 25 ans. Et ensuite, j'en ai eu marre. Voilà. Intellectuellement, je m'embêtais un petit peu. Donc, j'ai tout arrêté du jour au lendemain à 25 ans pour me lancer en médecine. À 25 ans, je suis allé en prépa avec des petits jeunes de 17-18 ans pour avoir un niveau terminal S. Ensuite, j'ai passé les concours pour devenir podoposturologue. J'ai exercé pendant 3 ans à Bordeaux, jusqu'au jour où la réalité de la vie, on se rend compte que on nous dit pas tout lors de nos études, notamment avec les impératifs des paiements, les retraites obligatoires, le RSI, etc., etc. Donc je me rendais compte que j'en donnais beaucoup à l'État. Et donc j'ai rencontré via une vidéo Cédric Anissette, le plus grand formateur sur l'indépendance financière, puisqu'il fait ça depuis 15 ans, et son programme IMO étape par étape. Voilà. Donc je me suis dit, tiens, c'est pas bête ce qu'il propose, en fait, donc sur vraiment la tendance d'arrêter de travailler pour l'argent, mais faire en sorte que l'argent travaille pour soi. Et donc d'acquérir des biens pour après avoir des revenus passifs et avoir une certaine indépendance financière. Je me suis aussi documenté, puis après, par contre, j'ai sauté sans parachute, c'est-à-dire que j'ai arrêté mon métier du jour au lendemain, je ne suis même pas passé à mi-temps ou quoi que ce soit. J'avais même pas 3 ans d'ancienneté puisque j'avais 2 ans et 10 mois. J'ai tout arrêté pour me lancer dans l'entrepreneuriat immobilier et dans l'investissement. Donc j'ai beaucoup galéré, je ne vais pas mentir, sur le début. J'avais pas les capacités pour investir moi-même. Donc j'ai démarré sur de la sous-location en location courte durée. Donc j'exploitais l'immeuble de propriétaires, je leur reversais un loyer et en échange, moi j'ai exploité ces appartements en location courte durée. Ça, c'est à peu près en quelle année à peu près? Il y a 8 ans, 2013-2014. D'accord. Ça a bien marché. Après, j'ai réussi à obtenir mon premier financement au bout de plus d'1 an quand même, pour 110 000 €. J'ai réussi à l'avoir et puis après ça a très bien marché. J'ai pu acquérir 12 biens en un peu moins de 2 ans. Voilà. Incroyable. L'immobilier était devenu une passion et c'était maladif. Voilà. Je m'imposais des nombres de visites par semaine, même si les biens ne m'intéressaient pas en soi, mais parce que je savais qu'il fallait se créer une équipe, un réseau et que ça permet de rencontrer des gens et de se créer un réseau. Et on a vraiment beaucoup développé ça, la location courte durée exclusivement. Après, on a dû faire face à la vie, c'est-à-dire que les lois de compensation au niveau de la location Airbnb sont arrivées en France. Il y a eu les attentats, l'augmentation de la concurrence. Quand on a démarré, il y avait 40 appartements en concurrence avec nous. Actuellement, il y en a 10 000 sur Bordeaux. Donc tout ça a fait que j'ai vendu beaucoup de mon parc immobilier. J'en ai gardé 3. Et j'ai commencé à m'intéresser sur les autres façons d'investir dans le locatif immobilier, à savoir la colocation
et l'immeuble de rapport. Voilà. Et donc après, je suis resté en connexion avec Cédric Anissette, puisque j'étais un de ses élèves. Il a vu que j'ai bien performé. Donc je suis passé de l'autre côté de la barrière. Je fais du contenu de formation pour lui. On a créé un club des investisseurs qui tourne depuis 4 ans, où on fait rentrer des investisseurs et on leur apprend toutes les techniques. Et là récemment, depuis 6 mois, un nouveau bébé est arrivé, donc CAKM, tout simplement Cédric Anissette, Kevin Marie, où là on fait du clé en main, de l'investissement locatif clé en main. Et cet appartement fait partie de ce concept CAKM où je me suis occupé de tout de A à Z sur cet investissement pour le client. On va maintenant se focus vraiment sur la partie technique, sur notamment l'investissement immobilier locatif, comment faire son premier investissement immobilier. On va aborder plusieurs notions, donc autant des notions de rentabilité, de comment trouver une bonne affaire, on va te parler des banques, des travaux, etc. Est-ce que tu peux nous dire les principaux concepts pour avoir une rentabilité supérieure à 10% quand on fait de l'investissement immobilier locatif? Pour aller sur des biens rentables, on va partir au-delà de 8,2%. Il faut savoir que 8,2%, c'est la barrière de l'autofinancement. C'est-à-dire qu'à partir de 8,2% de rentabilité brute, une fois qu'on aura enlevé toutes les charges afférentes au projet, le crédit, les taxes, les assurances et les charges, nos loyers vont pouvoir rembourser ce crédit. La limite, c'est 8,2% à peu de choses près. Voilà. Donc, il y a différentes techniques sur l'immobilier locatif. On va chercher du levier. Et le levier, en plus d'avoir le levier avec les financements bancaires, ça va être d'aller sur des biens à rénover, puisqu'il y aura une grosse décote au niveau des prix. Donc là, on va pouvoir acheter moins cher. Et ensuite, moi, mes concepts, c'est vraiment l'économie d'échelle. C'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve sur une économie d'échelle spatiale, que ce soit sur de l'immeuble de rapport ou de la colocation, et une économie d'échelle temporelle sur de la LCD. Puisqu'en gros, un immeuble de rapport, je vais acheter une grande surface, donc je vais l'acheter moins cher au mètre carré par rapport à une petite surface, et je vais l'exploiter en petite surface. Je vais couper, je vais faire des appartements, je vais les exploiter. C'est là que je fais ma marge, que je peux obtenir des rentabilités importantes. Même chose sur de la colocation comme cet appartement, on va acheter une grande surface, un grand appartement, et on va l'exploiter à la chambre, en colocation. Pareil, économie d'échelle spatiale. Et la location courte durée, c'est la même chose au final, puisque là, on va être sur de l'économie d'échelle temporelle, puisque au lieu d'exploiter des loyers au mois, on va l'exploiter à l'annuité. Donc forcément, on est plus cher à l'annuité que sur du gros volume au mois. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce qu'on fait pour trouver une bonne affaire? Comment ça se trouve où? Est-ce que c'est sur le bon coin? Est-ce qu'on passe par des chasseurs de tête? Comment on peut négocier ou pas les prix? Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Les biens, moi, que je propose dans le cadre du clé en main, en général, ce sont des biens qui sont sur Se Loger, sur Le Bon Coin, sur Bien Ici, parce que justement, j'ai créé des concepts qui permettent aux gens de tout de suite se positionner au niveau des chiffres. J'ai fait des études en amont, par exemple, sur la colocation, et j'ai observé les appartements qui sont parfaits pour faire de la colocation. En fait, ce sont donc en général des grands appartements dans des résidences des années 60-70 qui ne sont plus intéressants pour les primo-accédants, c'est-à-dire tous ceux qui veulent acheter leur résidence principale, ils en veulent plus de ces appartements. C'est des appartements qui ont été construits dans les années 60-70 pour accueillir la vague migratoire qu'il y a eu en France, mais maintenant ils sont plus à la mode. Donc nous c'est très bien parce qu'il y a moins de demandes, moins de concurrence pour se positionner là-dessus. Et ensuite avec des petits concepts tout simples, le concept je peux en dire un, le prix à la chambre. Un studio en France se loue 15% moins cher qu'une chambre de colocation. On est encore sur l'économie d'échelle puisque une chambre de coloc va être 2 fois plus petite qu'un studio, puisqu'on est sur 26 mètres carrés en moyenne en France pour un studio, 13 mètres carrés pour une chambre. Donc logiquement, une chambre devrait se louer 2 fois moins cher qu'un studio. Et maintenant, elle se loue 15% simplement moins cher. Et ce delta, depuis 10 ans, ne fait que se réduire. C'est-à-dire qu'il y a 5-6 ans, la différence était à peu près à 40%. Maintenant, on est à 15% parce que la colocation est vraiment un mode de vie. On est actuellement sur des statistiques aussi, sur l'année dernière, donc 56% d'étudiants, 44% d'actifs sur les demandeurs de coloc. Âge moyen d'un colocataire, 28 ans. À partir du moment où on sait qu'une chambre de coloc quasiment va se louer aussi cher qu'un studio, quand on cherche où on veut investir, il suffit d'aller voir sur les sites type Se Loger, Le Bon Coin, l'offre des studios qu'il y a dans la ville en question. Et on sait qu'en apportant de la valeur et en faisant une colocation haut de gamme, on pourra se positionner sur ces mêmes tarifs-là. Une fois qu'on a notre prix à la chambre, à peu près le prix d'un studio en moyenne de la ville, on va aller chercher des biens, forcément en dessous du prix du marché, puisqu'on cherche des biens avec travaux. En plus, on est sur des biens qui n'ont plus la cote, comme je l'ai dit. Et ensuite, après, on fait nos calculs. Je vais essayer d'aller chercher en dessous, je vais mettre un filtre.
pour prévoir qu'il y aura des travaux à rajouter dessus. Donc je vais chercher aux alentours, en général, je vais chercher 500 € du mètre en dessous du prix moyen. Si on est à 2000, je vais aller chercher les 80 mètres carrés qui vont être aux alentours de 1500 € du mètre. Est-ce qu'on a toujours besoin de négocier pour avoir des biens Non, c'est-à-dire qu'avec des critères très chiffrés où on a tout quantifié, je sais combien par futur colocataire il faut qu'il y ait de mètres carrés dans la pièce à vivre, combien il faut de salles d'eau pour de nombre de locataires. Donc non, il n'y a pas besoin de négocier pour négocier. Moi, j'ai fait une quinzaine d'investissements depuis que je suis entrepreneur dans l'immobilier. J'ai très rarement négocié, puisque en amont, j'avais déjà tout chiffré. Si les chiffres matchent au prix annoncé, je ne vais pas négocier pour négocier parce que je vais avoir un risque de perdre le vendeur. En fonction des chiffres, soit j'y vais pas. Alors des fois, il y a des petites variantes. Il peut y avoir 3-4 figures où on sait qu'on est un peu en position de force. Ça va être les successions, malheureusement. Ça va être les divorces. Et ça va être les mutations professionnelles. On peut tenter parce qu'on est sur des vendeurs qui sont dans une situation compliquée. Ça, c'est un travail à faire au niveau de l'agent immobilier, subtilement lui demander quelle est la nature du vendeur, son historique, est-ce qu'il est pressé, pas pressé, depuis combien de temps il est en vente. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec des concepts très chiffrés, il n'y a pas forcément besoin de négocier. Voilà. Ouais. C'est oui ou non. Autrement dit, en fait, c'est pas sur la négociation que tu vas te faire ta marge. Non. Okay. Donc en fait, on gagne vraiment de l'argent sur l'étude. Sur le bagage technique qu'on a au final. Parce que d'une, il y a ça. Deux, il y a savoir chiffrer des travaux plus rapidement que la concurrence. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en général, les gens qui vont se positionner, y compris les investisseurs, vont venir une fois et vont dire « je vais revenir avec un artisan ». Moi, avec des calculateurs de travaux automatiques que j'ai fait, que j'ai mis en place, n'importe qui peut chiffrer ses travaux en 30 minutes. Et donc, sans même faire venir un artisan, on peut estimer un chantier, voir si ça rentre dans les calculs et tout de suite se positionner et doubler la concurrence. Après, bien évidemment que dans un second temps, il faut faire venir un artisan. Je dis jamais de se positionner. C'est bloquer un bien, faire une offre. Ça n'engage en rien en soi. Mais on fait venir l'artisan une fois que l'offre est bloquée et qu'on est déjà en avance par rapport aux autres. On est serein. Voilà. Et justement, une fois que ce bien il est bloqué, que ce bien il est trouvé, est-ce que tu peux nous résumer quelles sont les étapes principales qui vont se dérouler? Alors, les différentes étapes d'un achat, c'est toujours à peu près la même chose. Donc, je fais mon offre est acceptée. Alors, je fais mon offre. Maintenant, les agents proposent des offres toutes faites, qui seront déjà pré-remplies. Donc, ça aussi, c'est pas un stress à se dire comment je vais faire mon offre. Non, ça c'est la première étape. Une fois que l'offre est acceptée, il va y avoir la mise en place de la signature du compromis. Donc, on va aller chez le notaire avec les deux parties, l'agent immobilier qui est là pour nous accompagner également, le vendeur, nous, et on va signer un compromis de vente où on va détailler les conditions de l'achat. C'est à ce moment-là qu'il faut, dans 90% des cas, mettre des conditions suspensives, notamment la fameuse condition suspensive d'obtention de financement, qui va protéger l'acquéreur. Donc si par malchance, il n'y a pas de prêt obtenu, eh ben, on ne perd pas d'argent. Après, on peut rajouter d'autres conditions qui vont être, par exemple, s'il y a une démarche administrative en mairie à faire, une demande de permis de construire, une demande préalable. Mais, vu la tendance actuelle, il faut être sur le minimum de conditions. Plus on rajoute des conditions, plus le vendeur ne va pas aimer ça. Voilà. Donc une fois que le compromis est signé, ensuite on part sur un délai en général de 3 mois pour signer l'acte de vente, où là on retourne chez le notaire pour justement valider ou invalider toutes les conditions. Et donc c'est à ce moment-là qu'on devient propriétaire. Donc entre ce compromis et cet acte, pourquoi 3 mois? Puisqu'il y a dans toutes les villes un droit de préemption des mairies. La mairie a 2 mois pour préempter le bien. Et puis en général, pour obtenir un financement, alors techniquement un financement, il faut savoir que ça peut s'obtenir en 45 jours. Mais en général, on est plutôt sur entre 2 et 3 mois, entre toutes les démarches à faire. Il faut aller voir des courtiers, plusieurs banques. Après, il y a l'édition des offres de prêt. Donc voilà. Donc en général, entre une offre qui est faite et un acte de vente, si tout se passe bien, on est sur entre 3 et 4 mois. Okay. Voilà. Et là, on récupère les clés, on est propriétaire et la deuxième phase peut démarrer où on va commencer les travaux, etc., etc. Donc là, du coup, on a parlé justement dans cette première partie d'interview sur du coup, la recherche de biens, etc., la négociation. Maintenant, continuons la partie banque. Comment être sûr, ou presque sûr de se faire financer? La banque, là aussi, c'est un gros sujet. Déjà, il ne faut pas considérer les banques, mais les conseillers bancaires. Voilà. Il faut se former pour pouvoir parler en tête-à-tête avec un banquier et lui prouver qu'on s'y connaît. Il faut arriver à le flatter, lui montrer que c'est lui, qu'on a besoin de lui, mais qu'on s'y connaît, qu'on connaît des techniques et qu'on connaît ses critères.
Il faut avoir un bon dossier bancaire qui va fournir des avis de valeur locatifs, voilà, par des agences, les demander, dire que voilà, je fais un investissement à cet endroit-là et j'ai un papier de plusieurs agences qui vont certifier qu'à cet endroit-là, les chambres ou les appartements se louent à tel prix, faire une étude de chalandise un petit peu, c'est-à-dire montrer les points positifs du quartier, au niveau des sorties de rocade ou de périphériques, au niveau du bassin tertiaire, avec bien évidemment un tableau récapitulatif où on parle que de chiffres et où on montre qu'on prend tout en compte, la taxe foncière, l'assurance PNO, propriétaire non occupant, les charges de copropriété, simuler des charges de consommation également. Donc arriver à montrer en fait qu'on est le plus complet possible. Parler également du potentiel de revente. Le banquier a besoin d'être rassuré, lui il est là pour quantifier des risques. Et il y a des banques qui se fixent sur un taux d'endettement, c'est-à-dire en gros sur votre capacité à investir en fonction de vos revenus. Il y en a qui vont caper le taux d'endettement, là avec les nouvelles directives bancaires, il est capé à 35%. Il faut savoir que les banquiers ont le droit à 15 ou 20% de taux de dérogation. Ça prouve tout, voilà, c'est la France. C'est-à-dire que ces dernières années, on était plus restrictif sur les conditions d'obtention, ok, mais parallèlement à ça, ils ont augmenté le taux de dérogation bancaire, qui est passé de 15 à 20%. Il faut faire partie des 20% des meilleurs clients de son conseiller bancaire pour justement ne pas avoir à respecter les règles que le Haut Conseil de la stabilité fixe. Est-ce que par exemple tu aurais des petits tips pour justement essayer de faire partie de ces 20%? Qu'est-ce qu'il y a? Il faut aller manger avec son banquier? Entretenir une relation surtout. Entretenir une relation. Moi je prends un exemple de mon premier investissement où j'ai eu beaucoup de mal à l'avoir. Après, pendant je sais plus quelques mois après, j'allais dans l'agence lui montrer les résultats chiffrés de mon appartement. Mais je ne lui envoyais pas un mail, j'y allais. Je disais voilà, vous avez bien fait de me suivre, regardez, cet appartement il rapporte ce mois-ci 3 000 €. Le but ultime, c'est en fait que le banquier se sente privilégié de vous avoir en client. Toujours avoir plusieurs banques, ça c'est au moins 2, oui. C'est la base. Si on arrive sur une nouvelle banque, là et pour le coup il faut faire patte blanche et il faut être dans l'esprit gagnant-gagnant. Pour moi la hausse des taux d'intérêt est une bonne chose pour les investisseurs. Pourquoi? Parce qu'il y aura moins de monde sur le marché, c'est ça? Non, parce qu'ils seront plus à même de financer. D'accord. Les banquiers ont des stocks de crédit à délivrer annuellement. Forcément, s'ils sont à 0,9%, avec l'inflation et tout, ça leur apporte plus rien. Pour information, en 2000, les taux d'intérêt étaient à 7% en France et en 2010 à 4%. Donc là, quand j'entends les gens râler, des confrères, voilà, oh, ça remonte, attention. Non mais c'est déjà très bien. Aux États-Unis, pour se faire emprunter, c'est 5% actuellement. C'est super petit en fait, comparativement à tout. C'est là gros avantage de l'immobilier, il ne faut pas oublier ça. Hein. On arrive à acheter, on devient propriétaire d'un bien qui a une grosse valeur patrimoniale, on nous avance de l'argent. Voilà, à la différence de la bourse, si on veut placer de l'argent en bourse, il faut sortir l'argent. Si on veut aller en crypto, il faut sortir de l'argent. Donc si on résume en fait, faire de l'apport, oui. Faire de l'apport, oui. C'est pas parce que les taux d'intérêt remontent que c'est nécessairement une mauvaise chose. Non, au contraire, c'est bien. Et la banque, à partir du moment où on est carré, sérieux, elle a le droit de faire des exceptions, même si on n'entre pas totalement dans les normes, oui. pour pouvoir faire son investissement. Et après, d'autres petits tips au niveau du conseiller, dire voilà, moi j'ai bien notion de la problématique, je suis dans l'esprit gagnant-gagnant, donc moi, vous voyez, sur ce projet, pourtant je pourrais ne pas mettre d'apport, mais je vais mettre un petit apport, ça va diminuer ma mensualité de crédit. Ça peut être un apport numéraire classique ou ça peut être ouvrir une petite assurance vie en nantissement, enfin voilà. Et là, tout de suite, le banquier se dit « Ah ben il a compris que ça va pas que dans un sens, il va pas tout me demander sans rien en retour. » Donc moi, les petits apports aux alentours entre 10 et 20%, je trouve que c'est la bonne solution pour après enchaîner les investissements. Ok, donc faire un apport, ça peut être quelque chose qui rassure beaucoup son banquier et qui peut vraiment faciliter le fait d'avoir un crédit. Et ben en fait, les banquiers, c'est tout simple, c'est des maths, hein, ils sont pas là pour vous embêter. Ils sont là, bon ben voilà, ils anticipent s'il y a un coup dur pour le client, la banque va devoir revendre le bien. Oui. Et pour revendre un bien rapidement, il faut le mettre entre 10 et 20% en dessous du marché. Donc ils demandent entre 10 et 20% d'apport. Quand on présente un projet à la banque, on va présenter du coup tout le projet avec les travaux inclus ou juste l'achat du bien? En général, on se fait financer les travaux s'il y a des coûts annexes type l'ameublement, puisque louer en meublé nous permet de louer 10 à 20% plus cher que du nu. Donc une petite technique, c'est quand bien sûr on connaît ces entrepreneurs, ces artisans, en fait c'est de globaliser tout sur un devis travaux. Donc du coup, si je résume, le dossier bancaire, quand on fait notre demande de crédit, c'est vraiment l'achat du bien, les travaux, le montant des travaux, le montant de tous les produits annexes et aussi, très important, la plus-value potentielle à la revente. C'est bien beau d'aller faire 13% de rentabilité dans la Creuse, au fin fond de l'Ariège ou de la Creuse, dans un village à 300 € du mètre prix moyen, mais il faut anticiper une revente précipitée. Donc moi j'essaye d'aller plutôt dans des villes moyennes,
où on peut faire de la rentabilité aux alentours de 11-12, mais avec un intérêt patrimonial pour que le différentiel entre ce que ça nous a coûté en tout et le prix moyen de l'IMO soit minime. Alors du coup, je vais faire un petit résumé déjà des étapes qu'on a fait. Donc on arrive, on peut trouver un bien sur le bon coin. Après, du coup, derrière, compromis de vente. Après, entre le compromis de vente et la vente, la banque, donc le dossier bancaire, l'acceptation de l'offre. Après, une fois qu'on arrive à ça, on arrive à la vente. On est propriétaire, on récupère les clés. Voilà. Après cet acte de vente-là, vu qu'on a fait une bonne sélection de nos biens, on va, la plupart du temps en tout cas, passer par cette phase de travaux. Comment est-ce qu'on fait pour avoir des bons artisans? Ce que je disais, quand j'ai commencé, je m'imposais des visites, justement pour rencontrer des agents qui pouvaient être amenés à me faire rencontrer des artisans. Donc ça, c'est la première des choses. Aller sur le terrain, rencontrer des gens. La deuxième des choses, il faut savoir que moi, mon expérience personnelle, ça fait 8 ans que je fais ça, j'ai dû faire 7 ou 8 équipes d'artisans. Artisan, souvent ça va être sur du bouche à oreille, on va entendre quelqu'un, moi j'ai un artisan qui a fait ce chantier, c'est bien, ça ne suffit pas. Donc la première des choses, c'est d'aller sur le terrain. C'est d'aller dans le quartier où on vit, ou le quartier où on veut potentiellement investir, et il y a des chantiers partout en ce moment en France. Et donc ne pas hésiter à s'arrêter, quand on voit maintenant les artisans sont dans une concurrence où ils affichent les panneaux, ce chantier est en train d'être réalisé par un tel, et d'y aller, de rentrer sur le chantier, d'y aller, et de voir avec des artisans, leur disant voilà, moi j'ai pour projet d'investir, ce que vous faites a l'air très qualitatif, très bien, est-ce que vous pouvez me donner une carte, quoi que ce soit. La deuxième des choses, c'est qu'une fois qu'on a des artisans en contact, vous leur demandez est-ce que vous pouvez me faire passer un devis que vous avez déjà fait à quelqu'un. Une fois qu'ils vous donnent ce devis, souvent sur le devis, normalement s'il est bien fait, il y a les coordonnées du client. Appelez le client. Ah là là, qu'est-ce que c'est malin. Appelez le client justement en disant voilà, je me présente, voilà, j'ai eu vos coordonnées par cette équipe d'entrepreneurs et je voulais savoir comment ça s'est passé. Il n'y aura pas mieux comme retour son de cloche là. Donc voilà, vous saurez tout, parce qu'au téléphone en plus, à distance, la personne va se lâcher. Également parler aux artisans tout de suite de comment ils fonctionnent au niveau des acomptes. En général, on est entre 30 et 50%. Voilà. Et également pour les histoires de pénalités de retard. Ça, c'est aussi quelque chose. Est-ce que vous pratiquez les pénalités de retard? Comment on fait pour le délai? Je vais vous donner une fourchette. Je donne jamais une date arrêtée parce que ça, c'est la base. Il peut toujours avoir des imprévus. Par contre, si d'entrée, quand vous parlez de pénalité de retard, l'artisan se braque et dit « Ah non, moi, je ne fais pas… » c'est mauvais signe. Et du coup, ça, on en fait combien? On essaye d'en voir 1, 2, 3 artisans différents? En voir plusieurs, oui, mais après, on peut tomber aussi sur le bon. Après, il y a aussi société.com, l'historique, l'ancienneté d'une entreprise d'artisanat, ça c'est parce qu'il y a pas mal d'artisans qui vont monter des boîtes et se mettre en liquidation pour recréer des boîtes pour pas payer nanana. Ça veut dire que s'ils liquident et qu'ils recréent, c'est pas pour rien. Alors moi, j'ai une question par rapport à ça. Donc là, tu as des super artisans. Mais comment est-ce qu'on fait si jamais on investit et qu'on n'est pas forcément à côté de chez soi? Tout seul, c'est pas possible. Voilà, je vais être cash. Ou alors, il faut s'appuyer sur quelqu'un en qui on aurait confiance, qui est dans la ville où on veut investir. Mais le mieux, c'est quand même, ça dépend après la typologie des chantiers. Mais se lancer sur un investissement à 600 km de chez soi, sur un immeuble avec 400 000 € de travaux, alors on n'a aucun réseau et tout, attention, c'est compliqué. Une fois que le bien est terminé, tout s'est bien passé, il est prêt à mettre la mise en location, comment ça se passe? Alors la mise en location, c'est très simple. Moi, je pars du principe que le plus gros des actifs, le plus important, c'est le temps qu'on a. Pour moi, si on veut être dans une stratégie soit d'entrepreneur, vraiment faire de ça son métier, soit même d'investisseur, mais d'investisseur en parallèle, ça veut dire qu'on a quand même un métier, on n'a pas le temps, donc c'est la gestion locative. C'est un coût, on va dire globalement, on est entre 5 et 10% des loyers annuels. Donc on demande à qui? On demande à une agence qui par exemple est proche de chez soi? Comment est-ce qu'on fait par Alors pour l'agence c'est très simple, souvent l'agence avec qui on a acheté le bien va le proposer. D'accord. Et si c'est pas le cas, il y a tout ce qu'il faut au niveau gestion locative, au niveau des agences. Le but en fait c'est qu'on n'entende pas parler de notre bien, c'est de récupérer les loyers. S'il y a un gros souci, on est tenu au courant. Comme vous voyez, ici nous sommes dans un appartement qui est en train d'être rénové d'un propriétaire qui nous l'a gentiment prêté à l'occasion de ce tournage. Et si on dit les chiffres, c'est un appartement qui fait combien de mètres carrés, qui a coûté combien à l'achat, combien de travaux et qui a quelle rentabilité aujourd'hui?
Alors sur ce projet-là, comme je vous l'ai dit auparavant, on est nous toujours sur de la rentabilité, mais un côté patrimonial en cas de coup dur, pour une plus-value potentielle, etc. Donc on est dans une ville où le prix moyen au mètre carré est à 3 500 € du mètre. Donc c'est élevé. 3 500 € du mètre, on est sur un appartement qui faisait 125 mètres carrés et qui avait 3 chambres. Et donc on a optimisé selon mes critères cet appartement pour faire une colocation haut de gamme de 6 chambres. Donc on a créé plusieurs chambres, 3 salles d'eau, 2 toilettes, toujours pour être sur du confort. Voilà. Et toujours en conservant l'intérêt premier d'une colocation par rapport à du studio, c'est une pièce de vie de 30 mètres carrés. Donc rapidement au niveau des chiffres, c'est un bien qui a été acheté sans négociation à 283 000 €, voilà, pour 126 mètres carrés, donc en dessous du prix moyen du marché, hein. On ne va pas acheter au-dessus du prix du moyen du marché. Ensuite, au niveau du projet global, c'est-à-dire quand on rajoute les travaux, nos honoraires d'accompagnement plus l'ameublement, on est à 370 000 € projet fini. Et donc on va avoir 6 chambres qui vont se louer à 540 € la chambre, 3 places de parking en plus, on va être à 3 400 € par mois de revenus locatifs. Et si on simule avec quelqu'un qui n'a fait aucun apport sur le projet, ça va lui coûter entre le crédit et les différentes charges du projet, il va être à 2 300 €. Donc on est sur un cash flow net avant imposition sur un bien à 1 100 € par mois, soit quasiment un petit salaire. À présent, on va vraiment aller sur le terrain, on va prendre la caméra et aller visiter tout le logement pour expliquer quelle salle a été convertie en chambre, pourquoi, comment, est-ce qu'il y a des cloisons qui ont été ajoutées, retirées. Et c'est Kevin qui va nous présenter. Kevin va tout nous présenter à ce niveau-là. Et c'est parti. Pour vous expliquer rapidement, on était sur 126 mètres carrés, 3 chambres, on l'a transformé en colocation, 6 chambres. Donc première chose, ici on avait une cloison. Donc on a ouvert, toujours dans cette optique, d'augmenter la surface de la pièce de vie avec mes critères, minimum 5 mètres carrés par personne. Donc ici, on était sur une ancienne cuisine qu'on a transformée en chambre. Ici, pareil, c'était ouvert. C'était un double séjour. On a fermé en cloison isophonique pour avoir une deuxième belle grande chambre. Avec, pareil, on est sur du double. Donc là, on se retrouve avec 2 chambres. Ici, la grande pièce à vivre qu'on a augmenté quasiment de 10 mètres carrés en cassant cette cloison ici. On avait un seul toilette privatif qui est ici, qui va être pris. Hein. On a créé, en mangeant sur la cuisine aussi, un deuxième toilette privatif ici. On s'est mis à côté du toilette existant pour, au niveau de l'évacuation, repiquer ici. Là, on avait un dilemme, c'est qu'on n'avait qu'une grande salle de bain qui était ici. Ces 2 portes-là était une même et grande salle de bain. On a tout cassé et on a créé 2 salles d'eau. Donc les salles d'eau sont standardisées aussi, avec à chaque fois le futur receveur et donc la douche ici, la vasque ici, il y a déjà tout prévu avec le futur miroir, le sèche-serviette ici, et donc là on mettra sûrement un coin buanderie puisque c'est la salle d'eau qui est la plus grande. Même chose ici, on a créé une deuxième salle d'eau ici avec toujours les mêmes critères, le receveur, la vasque, le sèche-serviette. Et comme selon mes critères, il manquait pour 6 personnes, il manquait une salle d'eau. On est venu créer une 3e salle d'eau. Sur cette chambre-là, on est venu manger sur cette chambre-là qui était immense, qui faisait 16 ou 17 mètres carrés. Et on a créé ici, là, une 3e salle d'eau avec un système de pompe de relevage où on vient se repiquer sur les évacuations existantes des toilettes. Donc ça, c'était pour la partie sanitaire. On a nos 3 salles d'eau, on n'en avait qu'une. On n'avait qu'une salle de bain, on a créé donc en tout 3 salles d'eau. Je vous ai parlé des 2 chambres en amont qu'on a créées, une dans la cuisine, une dans le double séjour. Ici, donc, on sera sur une 3e chambre qui, elle, existait, mais qu'on a réduite pour y incorporer une nouvelle salle d'eau. Donc on est sur 3 chambres. Ensuite, là, on a un grand couloir qui va être intéressant, notamment, ils sont 6, faut pas l'oublier, pour catégoriser tout un tas de rangements. On va faire des commodes ou des casiers même nominatifs, quelque chose d'assez urbain. Enfin voilà, là il y a de la place pour mettre beaucoup de rangements. Ici, une 4e chambre, donc des grandes chambres avec placard intégré. Une 5e chambre ici, très grande aussi, avec son emplacement de placard ici, double vitrage. Et en face, la 6e chambre qui, elle, aura en plus son petit balcon privatif. Donc si on résume, on est sur 6 chambres, dont 3 avec balcon privatif.
On a également sur ce bien 3 places de parking nominatives en bas de l'immeuble. Et donc le gros du travail, c'était arriver à optimiser la pièce de vie pour qu'il y ait les mètres carrés nécessaires et surtout l'importance de d'avoir en tout 3 salles d'eau pour 6 colocataires. Ça, c'est très important sur l'apport de valeur pour se différencier de la concurrence. En général, en concurrence, on est sur des colocs 4 chambres, mais qui n'ont qu'une salle d'eau. Là, on est sur 6 personnes, mais qui auront 3 salles d'eau. Donc, qui dit 3 salles d'eau, dit on n'est pas obligé de se lever aux aurores le matin pour aller se laver. Plus de facilité pour tout ce qui est sanitaire. Et donc, on a en plus 2 toilettes. Ça, c'est très important aussi. On peut partir sur 3 toilettes, mais souvent, on est sur des toilettes qui sont incorporées dans des salles d'eau. Et c'est pas top. Donc là, on a préféré, plutôt que de mettre des toilettes dans des salles d'eau, d'avoir vraiment 2 beaux toilettes privatifs avec leur petite vasque pour qu'ils soient de manière vraiment indépendante et que les gens, notamment les invités, ne soient pas obligés d'aller dans les salles d'eau des colocataires pour aller aux toilettes. Donc voilà un petit peu le projet, la globalité du projet. On a aussi prévu d'optimiser au niveau de l'ameublement le balcon, puisque c'est le point fort du bien. Donc on va le décorer avec des petites chaises, peut-être une pelouse synthétique, enfin on verra des claustras pour vraiment créer un coin sympa dans le prolongement de cette pièce à vivre. Et puis, dernière chose, l'emplacement de la cuisine, puisque la cuisine était dans cette pièce à côté, donc pour des soucis de commodité, pour pas non plus avoir à mettre des évacuations trop loin. Pareil, on a mis une autre pompe de relevage, donc voilà, ici on sera vraiment sur une pièce de vie avec cuisine ouverte et salon coin télé, et on a quasiment 30 mètres carrés. Voilà. On espère que cette vidéo d'Esprit Entrepreneur vous a plu. Pour les plus curieux d'entre vous, un résumé écrit de cette vidéo sera disponible sur notre site internet espritrentrepreneur.fr. Vous avez le lien en description et dans cet article, on va notamment résumer les principaux outils qui ont été cités dans la vidéo, notamment les calculateurs de travaux, le dossier bancaire, etc. etc. En fait, l'objectif avec Clément, c'était vraiment de vous montrer qu'un investissement immobilier locatif, c'est possible, mais il faut juste savoir bien comment s'y prendre. Donc merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu à d'éventuels amis qui seraient intéressés. En tout cas, on espère que maintenant vous avez toutes les clés en main pour pouvoir passer à votre premier investissement immobilier locatif. Et on vous dit à bientôt pour une prochaine édition d'Esprit Entrepreneur. À bientôt.